74 mètres de long, 4 mâts, 1500 mètres carrés de voilure, des aménagements somptueux, marqueterie et bois précieux. Ce voilier s'appelle le Phocéa. Il appartient aujourd'hui à Mouna Ayoub, une figure de la jet set connue pour sa fortune, son divorce et une autobiographie à succès. Certains disent que c'est le plus beau yacht du monde. On a beaucoup parlé de ce voilier, on en parle encore. Il faut dire que son histoire est exceptionnelle. L'histoire de ce bateau a joué un très grand rôle dans mon choix, dans la décision de mon achat. Un bateau, c'est, comme disent les Anglais, doit avoir un pedigree, une certaine histoire, une classe, je dirais un passé. Sans passé, un bateau n'a pas d'âme. Tout commence en 1972, quelque part au milieu de l'océan. Un jeune marin inconnu participe à la course transatlantique anglaise en solitaire. Il s'appelle Alain Colas. Terlin, c'est Terlin. Alors là, c'est pas croyable. Je peux pas me tromper. Il n'y a pas 36 des bateaux comme celui-là. Alors là, c'est pas croyable. Les deux bateaux les plus extrêmes de l'épreuve qui se retrouvent. Mais c'est même pas pensable. 20 jours, 13 heures et 15 minutes, il est le premier à Newport en pulvérisant le record de l'épreuve. Alain Colas devient tout d'un coup célèbre, très célèbre. Porté brutalement au sommet de la gloire, à 29 ans, il veut déjà gagner la prochaine course en solitaire dans 4 ans. Et pour cela, il se lance dans un pari fou. Construire un voilier gigantesque, le plus rapide du monde, à la pointe de la technologie, et le manier tout seul. Mais cette folie, il ne la porte pas tout seul. J'avais 21 ans, j'aimais les bateaux, et sur les quais de Papeete, j'ai aperçu ce fameux Penwick-Gag, trimaran, tel le prototype de nos rêves d'enfant, le Titi Reina. Ça a été automatiquement un terrible coup de foudre, et j'ai appelé, il y a quelqu'un à bord, et Alain m'a répondu tout de suite d'ailleurs, non, 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 c'est pas le moment, circulez, on verra ça plus tard. Enfin, quelqu'un de pas content du tout. J'étais très vexée, horriblement vexée. Et puis une petite voix, ma petite voix qui disait c'était lui, c'est lui. Et on ne s'est plus jamais quitté. Alain m'a dit, voudrais-tu passer les quelques années que j'ai encore à vivre sur cette terre avec moi? Je vais disparaître un jour, je ne veux pas d'enfant, je ne veux pas me marier. J'ai dit oui. Et tout de suite, il m'a dessiné un cadenas, disons, pour l'amour que je te porte, je te l'offrirai. Alain Colas brasse les idées les plus folles. À l'époque, il pense que l'avenir appartient aux monocoques les plus longs. Il doit trouver les hommes qui vont le suivre dans ce pari insensé. Le temps presse. C'est à Marseille qu'il raconte son rêve pour la première fois. Il me donne rendez-vous en me disant, tiens, je voudrais que tu essayes de me dessiner un bateau pour la Transat. On commence à dessiner sur la nappe du restaurant. Je dis, voilà, on était assez en phase pour réaliser quelque chose de correct. Michel Bigouin est à l'époque une star montante de l'architecture navale. Il accepte de relever le défi d'Alain Colas et il trace les premières esquisses d'une cathédrale de toile et de fer totalement révolutionnaire, maniée par un seul homme. Un pari fou. Les données du problème, c'était grand, plus de 60 mètres, des mâts ne dépassant pas 30 mètres, et comme il avait l'expérience de son catamaran, et il m'a dit, au niveau de la surface de voilure, je ne voudrais pas dépasser 120 mètres carrés, parce que ça, je sais que je peux le maîtriser. C'est bien simple, plus un bateau est grand, plus il va vite. Ou si vous voulez, pour être plus technique, la vitesse théorique possible d'un voilier en particulier est une fonction de la racine carrée de sa longueur à la flottaison. Plus c'est long, plus c'est bon. Un 4 mâts de 72 mètres de long, 9,20 mètres de large, avec une coque en acier de 240 tonnes. Ce sera le plus grand voilier de course du monde. Il reste juste à le construire. Il a fallu qu'on fasse la recherche des chantiers. Un jour, je reçois un coup de téléphone d'un ingénieur de l'Arsenal de Toulon, mais
l'arsenal ne doit pas, enfin la marine ne doit pas faire concurrence aux chantiers civils. Mais comme aucun chantier civil ne pouvait répondre dans la demande, dans les délais, dans les conditions, donc ils ont eu l'autorisation de construire le bateau. Nous l'appellerons simplement MV200. Le rêve commence à devenir réalité à l'Arsenal de Toulon, le seul chantier capable de respecter les délais pour être présent sur la ligne de départ. À l'époque contremaître, entre deux lancements de navires de guerre, M. Noël est responsable de la construction du grand voilier, une aventure qu'il n'a pas oubliée. Le problème que l'on avait, c'est qu'il a une grande quille qui est très haute. Or, la cale du Morillon n'avait pas assez de tirant d'eau. Donc, on a pris l'option de le construire à l'envers. Ça nous permettait d'accoster les tôles sur l'ossature dans le bon sens. C'est-à-dire qu'on venait recouvrir les ossatures au lieu d'être obligé de faire monter les tôles contre les ossatures. Ce qui était spectaculaire, par exemple, c'est que lorsqu'on a mis le moteur, on a mis le moteur au plafond. On a hissé le moteur au palan pour le faire plaquer sur son socle. Plus un bateau est grand et plus il coûte cher, c'est logique. Le budget de cette entreprise est fixé à 5 millions de francs de l'époque. Le problème, c'est que Colas n'a pas d'argent, mais il veut son 4 mâts. En 1974, le maire de Marseille s'appelle Gaston Defer. Il règne sur sa ville depuis de longues années. C'est aussi un marin avisé qui a fait construire plusieurs voiliers de course portant les noms de Palinodi. Gaston Defer a ses hommes. Son skipper s'appelle Félix Aubry de la Noé. C'est lui qui suit le projet pour le maire. Gaston Defer est l'homme clé de ce grand projet. Alain Colas était venu voir Gaston. Il avait l'ambition l'ambition d'un grand projet fédérateur autour des énergies douces, des énergies nouvelles. Et il avait présenté à Gaston un grand bateau qui serait la vitrine de toutes les énergies solaires, énergies éoliennes, etc. Gaston Defer veut que ce projet aboutisse. Il sera peut-être un jour ministre, chacun y trouve son compte et en plus, il a des relations. Un jeune membre de son cabinet a la charge d'activer le réseau pour trouver des financements. Il s'appelle Christian Poitvin. Il s'asseyait derrière les grands bureaux présidentiels, comme ça, je m'asseyais à côté de lui, et il commençait. Et tu voyais ces présidents qui n'avaient pas bougé de leur bureau depuis des siècles et des siècles, même quand c'était des fabricants de voyages, qui d'un coup se mettaient à rêver, mais c'est la folie. Et tu les voyais tout tanguer sur leur fauteuil directorial, écouter le vent dans les drisses, en fait c'était la folie. Et les types partaient en voyage comme ça, ils sortaient en disant bon, on se rappelle, et tu savais qu'il allait avoir le fric, c'était clair. Le premier à dire banco s'appelle Gilbert Trigano. Il est séduit par le navigateur et son projet fou. Le patron du Club Med verse cash 3,7 millions. Le voilier s'appellera Club Méditerranée. Alain Colas vient d'introduire pour la première fois le sponsoring dans l'univers de la course au large. Tout s'est engendré en même temps. Et puis il en parlait, plus les gens étaient grisés par ce rêve un peu fou, parce que tout le monde rêve. Et son rêve, je me suis aperçue que le rêve qu'Alain avait, ça faisait rêver tous les gens qui tournaient autour de lui. Et les gens misaient sur un rêve. L'année 1975 commence bien. Tout sourit à Alain Colas. Son rêve prend forme dans un bassin de l'Arsenal de Toulon. Et sa famille, qui s'agrandit petit à petit, fait régulièrement les couvertures des magazines. Tout va bien jusqu'à ce dimanche de Pentecôte. Au retour d'une promenade en mer, à bord du Manureva, une simple manœuvre qui tourne à la catastrophe, et Alain Colas a le pied déchiqueté par la chaîne de mouillage. Il reste immobilisé de longs mois. Le rêve fou va-t-il virer au cauchemar? Comment vous sentez-vous aujourd'hui? Mieux qu'hier, mais moins bien qu'avant-hier. Je me serais bien pensé de commettre une erreur aussi enfantine en mouillant mon encre. Il m'a demandé qu'est-ce que tu en penses? Est-ce qu'on continue le 4 mâts ou on l'arrête? Je dis, personnellement, c'était ridicule, quoi. Il fallait même pas y penser. D'arrêter un si beau chantier. Le bateau était déjà en chantier. Et dans le même temps, moi, je fais ma reconstruction et on va mener ça parallèlement. Et je pense que le bateau et moi, on sera ensemble au rendez-vous du début du printemps pour les premières séances d'entraînement. Pas question de renoncer. Alain Colas subit 22 opérations. Et 5 mois plus tard, il est à Toulon, au chevet du grand bateau, diminué, mais toujours aussi déterminé. Il refuse de lâcher prise, alors que d'autres commencent à douter de ses capacités à manier ce monstre en solitaire. D'abord, il était content parce qu'il se rendait compte qu'il allait tenir les délais. Bon, il y avait bien sûr, comme de partout, quelques petits problèmes de reprise sur un bateau neuf, hein, mais bon, il voyait que ça marchait, quoi.
C'était un gros travail d'redressage ou les tôles étaient venues facilement au formage? Elles sont venues facilement au formage, mais enfin quand même, il y a du redressage. Faut pas... Nous, on s'est posé des questions. Hein. On s'est posé des questions déjà à ce moment-là de la construction, parce qu'au fur et à mesure qu'on voyait s'allonger le bateau, on se disait un homme seul là-dessus, ouh là là, même si c'était un très bon marin, hein, bon, c'était un homme gaillard, hein, mais... On a passé, c'est foutu, n'en parlons plus, c'est pas possible. Et puis, petit à petit, il est arrivé, il est sauvé, les chirurgiens, etc. Il nous a refait le même numéro. Il a refait le numéro, voilà, le miracle s'est accompli, il pourra faire ça sans problème. Et petit à petit, malgré toute la défiance, malgré toute la terreur qu'on avait de cet infirme qui allait prendre un bateau, on a commencé à rêver avec lui en disant, ben ouais, la performance va être encore plus forte, ça va être encore plus beau, ça va être encore plus extraordinaire. C'est un type qui va faire ça quasiment sur une jambe. Toulon, le 15 février 1976, lancement du Club Méditerranée. Comme il est à l'envers, on ne peut pas faire un lancement dynamique. Donc doucement, doucement, on le fait descendre sur le plan incliné. Hein. Là, on l'attache devant, derrière. On lui passe un câble, si vous voulez, d'un côté par-dessus la quille, et on va procéder à son retournement. Alors là, c'est un moment un peu émouvant, hein, parce que ça n'a jamais été fait. Les calculs ont dit qu'il fallait tirer à 5 tonnes, mais bon, est-ce qu'il faut tirer plus ou moins? Et à ce moment-là, si on donne trop de force, le bateau va frapper fort dans l'eau. Là aussi, la quille, bon, il y a du poids. Hein. Donc, moment d'appréhension. Hein. Il flotte, c'est un bateau maintenant. C'est Edmond Charleroux, la femme de Gaston Defferre, qui baptise le Club Méditerranée, le plus grand voilier de course du monde. Le 4-mâts géant flotte. Le pari est doublement gagné, puisqu'il est aussi un défi technique d'envergure. Des caméras de surveillance pour les voiles, un appareil à gouverner hydraulique, des capteurs en tout genre, une vaste timonerie qui abrite un calculateur informatique avec écran et imprimante. Tous les réglages peuvent être effectués sans quitter la barre. Reste à savoir si la merveille ou le monstre va tenir ses promesses. On s'est ramassé un coup de vent dans le golfe du Lion, et là, le bateau nous est parti sous les pieds à 24-25 nœuds. Alors là, c'était fabuleux, on était tous comme des fous à bord. Qu'est-ce que c'est? Un sillage fabuleux, extraordinaire. Et alors, on a dit quand même, là, ça marche, là. J'ai compris que ce bateau était sans doute le bateau le plus rapide du monde. Un grand canoë de 72 mètres qui était capable de tenir des vitesses sur le fond de plus de 20, 25 jusqu'à 30 nœuds. Et quand 250 tonnes sont lancées, ça va vite. J'ai compris qu'Alain avait réalisé un bateau fantastique. Le bateau va vite, très vite, mais cela ne suffit pas. Effrayés par la dimension du voilier et par l'état du marin surnommé par la presse l'unijambiste, les Anglais essaient de lui interdire le départ. Le Royal Western Yacht Club of England, organisateur de la course, impose à Colas et à lui seul une épreuve supplémentaire de qualification. Il doit effectuer une navigation de 1500 milles en solitaire dans l'Atlantique Nord. Tout s'est remarquablement bien passé, à un point tel que ça a mis du doute à tous les gens qui l'ont critiqué, en disant c'est pas possible quand même faire une telle prestation en si peu de temps, c'est qu'en fait il est parfaitement au point. Aujourd'hui, Jean-Louis Baju est pilote maritime dans le port de Toulon. Au printemps 1976, il faisait partie de la bande de copains qui assiste et aide Alain Colas pour être prêt à temps pour le départ. Il était plein d'enthousiasme. Cependant, il avait une crainte parce qu'il avait reçu tellement de critiques, il y avait eu tellement de tensions entre tous les coureurs, un peu montés par les médias aussi. Bon, c'est le jeu, hein. Mais il avait des craintes qu'on lui fasse échouer son coup parce qu'il était persuadé que c'était son dernier coup, son grand coup. La victoire, Alain Colas, il la veut à tout prix. Malgré tous les obstacles, il se retrouve à Plymouth quelques jours avant le départ, à la tête de son géant des mers. Éric Tabarly est présent lui aussi avec son Pendwick 6. Les deux hommes se connaissent bien. Ils ont déjà navigué ensemble, Colas était alors équipier. Aujourd'hui, le maître est désormais adversaire. Alain Colas est violemment critiqué pour sa mégalomanie. L'ambiance est tendue. Il devait être le dernier à quitter le bord et à sauter dans le Zodiac avant la ligne de départ pour voir si tout était au point. Il m'a dit Jean-Louis, sois sympa, prends une torche, fais le tour du voilier parce que je voudrais pas que quelqu'un, pour faire un scoop, se soit caché à l'intérieur et me fasse disqualifier. 5 juin 1976, c'est le départ.
Seul contre tous, Colas veut prouver qu'il a raison, être à nouveau le premier à Newport. Et je suis content parce que je sens que j'ai le bateau bien en main. Au début, tout va bien. Lors de ses vacations radio, Colas joue les provocateurs. Il raconte qu'il navigue en pantoufles et se nourrit de bons petits plats cuisinés. J'ai passé la nuit à réduire la voilure progressivement et maintenant ça souffle très très près. C'est à nouveau le gros temps. Mais rapidement, le ton change. L'Atlantique s'est réveillé. Une tempête, puis deux, puis trois. Elle provoque l'abandon d'un bon tiers des 155 concurrents. Souffle très très fort avec une mer très grosse, très dure. Il y a 60 de vent en permanence et c'est vraiment beaucoup de vent. Club Méditerranée traverse dépression sur dépression. Les drisses du voilier ne résistent pas, les voiles se déchirent et Alain Colas est incapable de les remonter seul. Le bateau était quand même très puissant et puis ils ont quand même ramassé un gros mauvais temps, hein, c'est pas de peau, hein, ils auraient pu avoir un temps moyen et là ça passait tout seul. Bon, donc il a navigué pendant un certain temps avec les voiles en ralingue, parce qu'il ne pouvait pas les amener. Et donc à force de faceiller, les tétières évidemment suivaient le mouvement de la voile, ça vibrait et le câble ici s'est usé sur ce piton qui avait été mis là. Et là, elles ont toutes cassé les unes après les autres à l'endroit du portage de ce piton. Ça, on aurait dû les enlever au départ, mais dans le feu de l'action, personne ne les a enlevés, quoi. On avait vu que ça frottait. Alain Colas, épuisé, est à la dérive. Ses voiles traînent dans la mer. Il décide de relâcher à Terre-Neuve pour réparer les dégâts. Cette escale technique dure une vingtaine d'heures. Colas répare, dort un peu, puis reprend la mer. Aucun concurrent n'est encore en vue de l'arrivée. Nul ne sait où se trouve Tabarly, qui n'a donné aucune nouvelle depuis le départ. La course n'est pas finie. On n'avait pas de nouvelles du Penduic. Bon, il était 11h, 11h30, on était au PC de la course, là. Puis on dit, normalement, Colas devra arriver vers 8-9h demain matin. Il a signalé sa position et tout. Il n'y a pas d'autres bateaux autour. Alors, on était contents, hein. On met le réveil tôt, on se fait réveiller plutôt. Et puis, on démarre de l'hôtel vers 6h. J'ai passé le bateau-feu de Nantucket. Je navigue maintenant dans la baie au large de Newport. Je devrais couper la ligne d'arrivée d'ici une huitaine d'heures, soit autour de 14h heure française. Dernière vacation radio, Alain Colas arrive. Il est en train de gagner son pari. Mais à la stupéfaction générale, c'est Tabarly qui sort de la brume au petit matin du 28 juin, après 23 jours et 19 heures de traversée et d'un silence obstiné. On a été très surpris quand Tabarly est arrivé, alors qu'on attendait Colas, au petit matin. Et j'avoue que j'ai un souvenir ému de cet homme qui, débarquant tranquillement de son bateau rangé, nickel, propre, au wharf de Newport, prend une pièce de 50 cents dans sa poche. Il a traversé l'Atlantique avec, personne ne lui a donné. Hein, et met sa pièce dans le téléphone pour appeler sa mère. Il lui dit « Allô maman, c'est bon, je suis arrivé ». Cette arrivée coup de théâtre consacre Éric Tabarly en héros maritime. Il devient le premier navigateur français à remporter 2 fois la course transatlantique en solitaire. 7h28 plus tard, Alain Colas franchit à son tour la ligne d'arrivée. Il est second. Il a perdu et, comme si le sort s'acharnait, il se voit déclassé par les organisateurs de la course pour avoir fait cette escale technique à Terre-Neuve. Le joueur magnifique se révèle mauvais perdant. Mais déjà, la première catastrophe, ça a été le premier interview, où il a été très mauvais joueur, mais très mauvais perdant. Quand il a sorti, dans 4 ans, Tabarly, il aura 50 ans, ça a marqué. Pour lui, tout s'écroulait, parce que être battu par Tabarly, c'était vraiment battu par le maître, et l'élève ne le supportait pas. Il jouait gros et il savait que toute l'exploitation de son bateau était liée à une bonne performance dans la Transat solitaire. Donc il s'est retrouvé en grande difficulté vis-à-vis de sponsors, etc., et pour gérer son bateau. La première histoire d'amour entre Alain Colas et la mer se termine. Le rêve s'achève. Il se retrouve face à ses créanciers. Pour payer ses dettes, Alain Colas organise avec le 4 une tournée des plages durant l'été 1976, faisant visiter le voilier par des milliers de vacanciers. On a tenté de faire du charter, alors on a construit des aménagements à l'intérieur. On construit avec les moyens du bord, c'est-à-dire pas très cher parce qu'il avait peu d'argent, les sponsors ne se bousculaient plus. Hein. Et puis un jour, plutôt une nuit, le bateau a brûlé. Tous les aménagements intérieurs ont brûlé.
La blessure, la défaite, les dettes, et puis finalement un incendie. C'en est trop, Colas décide de lever l'ancre. Mais pour aller où? Et surtout, que faire avec un si grand voilier? Faire du promène-couillon dans les îles en Polynésie, c'était dégradant pour lui, parce que c'était pas du tout son ambition. Et tout d'un coup, il s'apercevait que son grand bateau, il n'allait pas pouvoir le gérer comme il voulait le gérer, et qu'il allait se retrouver à faire du charter en Polynésie, sans moyens, sans fortune, sans rien. Il y avait des clients, le bateau tournait. Et puisque le bateau avait brûlé à Marseille, donc les installations c'était du camping, quoi. À part qu'il y avait une bonne cuisine et il y avait une bonne table à ça. Et il y avait cette coque de bateau qui était le ventre d'une baleine, quoi. C'était merveilleux. Le club Méditerranée est rapatrié à Tahiti et Alain Colas se lance dans le charter pour remplir les caisses sans fond de son bateau. Dans cette aventure polynésienne, les fidèles copains sont toujours là, présents. Je me suis retrouvé avec un équipage très restreint de 5 personnes, avec le côté américain du spectacle, c'est-à-dire beaucoup d'huile à bronzer et peu de voile. Ça n'a pas fonctionné du tout. Je crois que Colas, son grand tort, il a eu raison trop tôt. Voilà. Et donc il a été précurseur et il a payé l'addition. On devait prendre 12 passagers pour un bateau qui faisait 70 mètres, c'était ridicule. Et on n'arrivait jamais à le remplir. 1978, fin des vacances polynésiennes. Les Français décident de créer leur propre transatlantique. Une nouvelle course vient de naître, la route du Rhum. Colas y voit l'occasion d'effacer sa défaite, de se refaire. Pourtant, Club Méditerranée, le grand bateau, reste à Tahiti. Alain Colas s'en va sur Manureva, l'oiseau du voyage, le vieux trimaran qui ne connaît pas l'échec. À nouveau seul, à nouveau l'Atlantique. Alain Colas retrouve la passion de naviguer et aussi le goût de la victoire. C'était ah Théoura, j'ai trouvé une queue de dépression, au chômage du feu de Dieu, je vais te la gagner, tu vas voir. Quelques heures après, il me rappelle pour me dire « Théoura, je suis dans l'œil du typhon, il y a des montagnes de vagues, je jetais d'une vague à l'autre. » Puis ensuite, il m'a parlé. Il m'a parlé, mais dans un autre langage, dans une autre langue. Et puis la communication s'éteignait. Comme ça, plus il me parlait, plus c'était tout petit, le fil s'est coupé. « 17 novembre 1978, 17h. Une dernière liaison radio, puis plus rien. Plus aucune trace ni de l'homme, ni du bateau. Pendant des semaines, toute la France espère, et les recherches se poursuivent. La presse à sensation alimente les rumeurs. Colas est vivant, Colas s'est suicidé, Colas s'est enfui. Puis, il faut bien se résigner. Les marins ne meurent pas, ils ne font que disparaître. De par le vent, de par la mer, mon amour s'en est allé. Et j'ai prié et j'ai chanté Ave Maria, dites-moi, à quand reviendra-t-il me prendre dans ses bras pour me dire je t'aime. De par le vent, de par la mer, mon amour s'en est allé. L'aventure se termine comme un mauvais rêve qui poursuit un enfant jusqu'au petit matin. Le grand bateau se retrouve à l'abandon pendant 4 ans au fond du port de Papeete à Tahiti. Un seul ne l'a pas oublié, son concepteur Michel Bigouin. Un jour, je reçois un appel de la secrétaire de Bernard Tapie. Je lui ai montré les plans. Ah ouais, bon. Et il me dit, ça m'intéresse. J'ai dit, oui, mais le bateau est à Tahiti. Ah ben, ça fait rien, on y va. Hein. On arrive à Tahiti, et là, on voit le bateau qui était dans un état lamentable. Les voiles étaient amenées sur le pont, pas ferlées, rien du tout, comme si c'était le château de la Belle au Bois dormant, complètement abandonné. Quand il a vu ça, il a dit, attends, tu vas me faire acheter ce truc-là, c'est une poubelle. Je lui ai dit, mais non, mais ça, quand on met de l'ordre, on répare tout, on peut faire un chouette bateau avec ça. Bernard Tapie est un jeune homme d'affaires en phase ascendante.
Il est à la tête d'un groupe de 40 sociétés, une fortune accumulée en 6 années à peine. Sa technique, racheter pour un franc symbolique des entreprises au bord de la faillite. Comme j'étais la pauvre petite veuve, j'avais personne derrière moi et M. Tapie avait tout le monde avec lui. Et puis, j'étais là. J'ai quand même demandé un moment de réflexion avant de signer ce contrat. Alors, Bernard m'a répondu, ouais, si tu ne signes pas le contrat tout de suite, avant ce soir, je prends l'avion ce soir. Et puis, demain, tu seras en tôle. Et puis, tu vaux triple zéro. Tu vaux rien du tout. Enfin, c'était une chose, quoi. En fin de compte, j'étais bien obligée de signer. Bon, il y avait un peu d'argent pour les enfants. Bon, c'était pas trop mal, quoi. Il fallait bien que je l'accepte. J'accepte un jour de me séparer de ce bateau. En 1982, Bernard Tapie rachète les dettes de la société Alain Colas et s'engage à verser une pension aux enfants. Il hérite d'une épave. Ça faisait 3 jours qu'il arrêtait pas de faire, il tremblait trop. Le voilier est tout de suite rebaptisé du nom de l'une de ses sociétés, La Vie Claire. Bernard Tapie veut tester son investissement et il demande à son équipage de pirates chevelus de battre le record de traversée de l'Atlantique. Après une longue attente à New York pour des conditions météo favorables, c'est le départ. Cela commence très fort. Le grand voilier n'a rien perdu de ses possibilités. Le record de distance parcourue en 24 heures est battu. 457 000, soit près de 900 km en une journée. Ouais, c'est bon, hein. C'est bon, là. Puis, quelques heures avant l'arrivée, tout s'arrête, plus un souffle de vent. Signe du sort. Enfin, Marseille, retour au bercail. Toujours les mêmes, Defer, Bigouin et le nouveau venu Bernard Tapie, qui veut jouer dans la cour des grands. Il rêve déjà d'un yacht de luxe, d'un bateau qui en jette. Michel Bigouin est un inconditionnel, il aime ce bateau. Il va poursuivre son œuvre avec Bernard Tapie. C'est un fameux 4-mâts qui était sorti du chantier de Toulon. 6 ans plus tard, c'est une épave qui rentre au port. Tout est à refaire, ou presque. Je dis, mais ce qu'on pourrait faire, c'est peut-être simplifier et mettre que 3 mâts seulement, mais pour augmenter un peu la voilure et changer le look. Il dit, non, moi j'ai racheté le bateau d'Alain Colas, je veux qu'il reste dans l'esprit d'Alain Colas. On a commencé à tout démonter. On s'est aperçu qu'il y avait des tôles qui étaient rouillées, qu'il fallait changer tout. Dans ce qu'on a fait, on a gardé 70% des tôles d'origine. Tout le reste a été changé et neuf, premier neuf. Coque allongée, mât rehaussé, aménagements intérieurs sophistiqués, le voilier spartiate de Colas se transforme peu à peu en yacht de luxe. Il avait déjà décoré l'intérieur de ses jets privés, c'est lui que Tapie choisit pour remplir le ventre vide de la baleine, Jacques Pierre-Jean. Bon, il n'y avait rien du tout, quoi. C'était assez un grand vide pour moi, une petite cathédrale à l'intérieur, de dire tiens, qu'est-ce qu'on va faire dedans. On proposait ce genre de dessin, par exemple, au niveau donc, de la salle à manger avant, en disant ça pourrait être donc quelque chose comme ça, mais tout de suite, ça pourrait être aussi quelque chose de totalement différent comme ça. Je crois qu'il était très amoureux de ce qu'il était en train de faire. Lui voulait une grande salle à manger avec une grande table. Bon. Et cette table, donc, on avait un petit peu mis l'idée que sur un bateau, ce serait bien de trouver une salle à manger avec une table en marbre. Bon, alors donc, effectivement, c'est quand même un voilier, c'est quand même un bateau de course. Quand j'en parle à Bigouin, il me saute dessus, il me dit « tu es complètement fou, que vous avez proposé des trucs comme ça, mais c'est pas possible, au point de vue de l'équilibre, au point de vue de ci, au point de vue là. » Bon. 4 mm de vrai marbre collé sur un nid d'abeilles et le tour est joué. Dans la salle à manger de son bateau, truffée d'innovations brevetées, Bernard Tapie dînera sur une table en marbre, ou comment conjuguer les impératifs d'une vie luxueuse avec les contraintes d'un voilier de course. « 1986, 3 ans et 60 millions de travaux plus tard, le 4-mâts est prêt à naviguer de nouveau. Reste à lui trouver un nom. Il voulait un nom qui rappelle Marseille un peu. Alors on a dit, bah, Massilia, non, ça a déjà existé. Bah, pourquoi pas Fossé, Fosséa, voilà. On a trouvé que c'était un nom qui était joli. On lui a soumis, il a dit, ah d'accord, ça me plaît, ça va. Voilà, c'est ma femme qui l'a choisi.
Je lui ai dit même, tu pourrais changer de pavillon pour t'échapper un peu à certaines contraintes. Il me dit non, non, moi ce bateau, c'est un beau bateau, c'est le plus beau bateau français, je veux qu'il soit sous pavillon français parce que je veux honorer mon pays. Le Phocéa est enregistré comme un navire de commerce et non comme un voilier de plaisance. C'est la propriété de l'entreprise Bernard Tapie et le bateau doit devenir l'image de marque flottante et navigante d'un groupe industriel en pleine expansion. Pierre Gaillet, lui, a finalement réalisé son rêve, devenir pilote maritime dans le port de Dunkerque. Auparavant, pendant 5 ans, il a été le second puis le commandant du Phocéa, sur toutes les mers, dans tous les ports, à la tête d'un équipage de 15 marins, sous le régime de la marine marchande française, aux ordres de l'armateur Bernard Tapie. Forcément, il était exigeant puisqu'il payait donc pour son bateau. Il voulait que son bateau soit parfait, qu'il soit à l'endroit où il voulait, au moment où il voulait. Et ça faisait partie de notre travail. Quand il était à bord, les affaires passaient en premier. Mais dès qu'il avait un peu de temps libre, il aimait beaucoup voir son bateau naviguer. Il aimait beaucoup comprendre aussi comment ça fonctionnait. Et donc, il aimait le voir naviguer aussi bien d'ailleurs de l'intérieur que de l'extérieur. Il s'amusait à aller sur le Boston Whaler, une des annexes du bateau, quand on était en mer, pour regarder son bateau passer sous voile. Dans son esprit, un peu ce bateau, c'était le Concorde des mers. Et il est très, très friand de montrer que ce bateau qu'il avait en fait un peu redessiné était capable non seulement de montrer un luxe assez conséquent, mais également de naviguer toujours à une très bonne vitesse, qu'il n'avait pas été en fait transformé en une grosse caravane qui n'avançait plus. 1988, la preuve par l'exemple. Le Phocéa est à New York. Bernard Tapie veut s'attaquer au record de la traversée de l'Atlantique à la voile. C'est l'époque où les valeurs sportives et les politiques d'entreprise font bon ménage. Cette fois-ci, pas question d'échouer. La météo est bonne et Tapie est à bord pour gagner. On est à 200 000 de plus pour l'instant que Charlie Bar, mais on a eu des conditions de vent qui étaient favorables, avec des vents qui étaient de 25 à 30 nœuds dans la nuit. Paris gagné, 8 jours, 3 heures et 29 minutes. C'est 4 jours de mieux que la goélette de Charlie Bar et son record de 1905. Le Phocéa renoue enfin avec ses premières amours. Ça a été très très dur ce record. C'est dur. C'est dur parce que soit les conditions de mer sont pas très bonnes, c'est-à-dire qu'il n'y a pas beaucoup de vent, et à ce moment-là, on est tellement malheureux qu'on souffre, alors c'est dur. Ensuite, on était dans les icebergs avec le brouillard, donc c'était dur. Puis enfin, la tempête, c'était dur. C'est un bateau merveilleux, ce 4-mâts, qui était dirigé par Alain Colas tout seul. On se rend compte qu'il faut de temps en temps des gens un peu fous qui sortent des sentiers classiques pour faire des choses et pour faire avancer. Colas était un de ces hommes. Quand il a inventé ce bateau il y a 10 ans, on l'a pris pour un illuminé complet, et je suis content que 10 ans après, on ait montré qu'avec Bigouin, c'était pas un fou et qu'il avait raison. C'est Alain Colas qui avait raison, mais c'est Bernard Tapie qui triomphe. Le Phocéa est le symbole le plus visible de son éclatante réussite. Homme d'affaires aux multiples entreprises, président de l'Olympique de Marseille, homme politique, député, bientôt ministre, Tapie est partout incontournable. Avec sa famille, il utilise le voilier pour aller s'isoler dans les eaux de la Méditerranée, des Antilles, des Seychelles. À bord, un service 4 étoiles, orchestré par le maître d'hôtel Dominique Cornevin. Les gens se sont fait une idée justement du Phocéa et de la famille Tapie qui n'étaient pas du tout seuls, que nous on vivait à bord avec eux. Ils étaient vraiment décontractés, cool, simples et sans chichi. Et il n'y avait pas tout ce petit tapage qu'on peut trouver autour de personnages comme eux, avec justement les cigares, l'alcool, le caviar, le foie gras à tous les repas. Loin de là. Quelle heure il est là ici? Il est telle heure, et à Paris il est quelle heure? Il est 6 heures de moins. Bon, on divise en deux, allez, on est 3 heures de moins d'ici et 3 heures de plus qu'à Paris, et donc on avait l'heure tapienne, l'heure de M. Tapie, qui lui permettait de lui pouvoir téléphoner en France et joindre les gens avec qui il pouvait travailler, et de profiter de la vie du pays. Il y avait une tradition parce qu'il était très superstitieux, M. Tapie est très superstitieux, et il fallait toujours que moi je reste en salle à manger, qu'il y ait un membre d'équipage qui s'appelait Jean-Luc
qui soit à la passerelle en train d'écouter une radio RMC. Voilà, il fallait que ça se passe comme ça. Et M. Tapie n'écoutait pas le match, à aucun moment. Et tout au long du repas, la passerelle, donc Jean-Luc, nous appelait pour nous annoncer ce qui se passait. Il s'avère qu'en faisant comme ça, on n'a jamais perdu de match. Il n'est pas facile du tout à passer ce Maldini, mais la balle est pour l'instant dans les pieds marseillais avec Basile Boli en position d'ailier droit. Boli qui va essayer de jouer en 1-2 avec Abéli Pelé, qui s'est fait prendre la balle et qui commet une faute. C'est un sévère combat là, parce que maintenant, alors là, on ne se fait absolument aucun cadeau. On ne pensait pas de toute façon que les Marseillais après au Milanais ou les Milanais au Marseillais. À bord se tiennent des réunions professionnelles. Il arrive même que le Phocéa soit transformé en plateau de télévision le temps d'une émission sportive. L'année prochaine, une grande belle équipe. Cette année, comme vous le savez, elle n'était pas terrible, donc on va essayer d'en faire une grande l'année prochaine. Elle va être... Mais le voilier qui devait être au service d'une société de charter du groupe Bernard Tapie est rapidement devenu le jouet exclusif de Tapie lui-même et de sa famille. Il aurait dû le louer une journée. Ce n'est pas la seule erreur de Tapie. Match truqué, fraude fiscale, abus de biens sociaux, rien ne va plus. Les affaires s'accumulent et le Phocéa est dans le collimateur du fisc. Ce sera le début de la chute. Les procès se succèdent et en avril 1996, Bernard Tapie est condamné à 6 mois de prison ferme. Tapie est à terre et le Phocéa reste à quai. Disons que ce qui m'a un peu surpris, c'est l'acharnement qu'il y a eu contre lui sur certaines affaires, notamment le Phocéa, où en fait le montage était quand même... le montage du Phocéa, c'était un petit peu dû à l'organisation du yachting en France, je veux dire. Tous les autres navires étaient sous pavillon anglais, et les équipages n'étaient pas du tout de marine marchande. Et ils n'avaient pas de contrat marine marchande, ils n'avaient pas de sécurité sociale, ils n'avaient rien. Tandis que nous, on avait un équipage qui était donc de la marine marchande, avec des brevets marine marchande, avec une couverture sociale marine marchande, ce qui lui coûtait beaucoup plus cher. Mais bon, il voulait à tout prix garder le pavillon français. En fait, la grosse bêtise qu'il a fait, c'est de ne pas mettre l'Union Jack à l'arrière et puis de le garder en yacht privé. Puis jamais personne ne serait venu lui demander quoi que ce soit. Les meilleurs souvenirs, c'est avoir été de quart à la voile. On arrivait à se mettre la musique et puis filer comme ça, glisser sur l'eau avec cette musique et sans un bruit. Et c'est ça mes meilleurs souvenirs. Bernard Tapie est en prison et le Phocéa est saisi par une banque publique, le Crédit Lyonnais. L'équipage est dispersé. Seuls 4 marins, dont René Balzinger, restent à bord pour garder le bateau mis en vente pour la 2e fois de son histoire. Comme aux eaux, le Phocéa devient l'attraction du quai des milliardaires à Antibes. Ce n'est pas une affaire facile. Même le sultan du Brunei fait la fine bouche. Trop cher. En général, les gens n'étaient pas très contents, ils gueulaient. Alors ils venaient nous voir en disant « mais le bateau est à moi, j'ai le droit de monter dessus, je le visite ». Alors souvent, nous jetaient des pièces d'1 franc en disant « j'achète parce que notre armateur achète ça pour 1 franc, donc nous, on va l'acheter ». Et ça a été ça pratiquement tout le temps. Mis en vente 70 millions de francs, le Phocéa ne trouve pas preneur. Il faut attendre juin 1997 pour que Mme Mouna Ayoub signe un chèque de 37 millions de francs. Elle a signé le soir, on a débarqué le lendemain matin. Elle a fait venir son équipage le matin à 8h, à 10h, on avait nos sacs. On leur a laissé le bateau comme on l'avait toujours eu, c'est-à-dire comme il avait toujours été, avec tout ce qu'il y avait dedans, la vaisselle, la seule chose qui avait été enlevée, c'est les habits personnels de M. Tapie et sa famille, mais tout le reste est resté tel quel. J'ai décidé de l'acheter dès que je l'ai vu, la première fois. J'allais faire mon jogging, je rentrais à la nage. J'ai nagé vers le Phocéa en me disant, on ne peut pas me refuser de monter quand même, une sportive comme moi, je n'ai pas l'air d'une méchante, non? Et on m'a refusé de monter parce que je pense que le propriétaire dormait. Je suis repartie à la nage et c'est là que je me suis juré de me l'acheter un jour. La 3e vie du Phocéa commence dans un chantier, mais cette fois-ci en Allemagne. Mouna Ayoub, une grande collectionneuse de haute couture, veut lui offrir une nouvelle garde-robe. Cette ex-épouse d'un riche saoudien, après un divorce rocambolesque, tombe littéralement amoureuse de ce voilier. Elle fait 68 millions de francs de travaux. Je l'ai acheté quand justement il ne trouvait pas d'acheteur. Et j'ai attendu. Vous savez, les gens qui veulent quelque chose, ça va attendre. Je n'avais pas de passé à cacher, j'étais déjà divorcée, donc je n'appartenais à personne. Et ce bateau, en vérité, il était tellement négligé, il était tellement délaissé qu'il n'appartenait à personne. C'était vraiment comme une femme divorcée aussi. Avant ici, il y avait les cabines du capitaine et de l'ingénieur. Et
Et c'était juste au centre du bateau, c'est-à-dire, si vous voulez, l'endroit le plus stable. J'ai tout enlevé, j'ai mis le capitaine en haut, et maintenant, ça, c'est ma chambre à coucher. Je peux dire que la couture m'a influencée dans une seule direction, c'est-à-dire la perfection. Quand on a l'habitude de la couture, on est satisfait que lorsqu'on obtient la perfection. Alors je voulais surtout pas imiter les nouveaux bateaux qui sortaient de tous les chantiers tous les ans en quantité et en production, je dirais, très commerciale. Au départ, je le voulais pour ma famille et moi-même, je dirais. Mais c'est vrai que l'entretien de ce bateau est très lourd et sans charter, je savais que je n'y arriverais pas. J'ai fait une étude bien précise du coût de l'entretien et des dépenses qu'il fallait assumer et j'ai compris que tout de suite il fallait le mettre en opération commerciale. Alain Colas, arrivé de ce voilier, il a disparu. Bernard Tapie a réussi à faire gagner le grand 4 mâts, puis il a tout perdu. Enfin, Mouna Ayoub l'a transformé. Elle va peut-être en faire un navire rentable. À près de 700 000 francs la semaine de location, l'affaire est bien engagée. On ne sait pas ce qu'en penserait Alain Colas, mais Théoura, elle, approuve. Je pense constamment, ce bateau, quand on fait un bateau, c'est son enfant, hein, c'était notre enfant avec Alain et ça sera toujours notre bébé. Hein. Ok, I'll keep the course. Ce bateau ayant été rêvé pour une femme, est tombé dans les bras d'une autre femme. C'était une histoire d'amour, toujours. Maintenant, le bateau, je suis totalement apaisée vis-à-vis de ce bateau. Le 4 mâts n'est plus un bateau de course, mais il reste un voilier exceptionnel, au destin chaotique et unique.